Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 20e bilan des directeurs et directrices de la protection de la jeunesse qui se tient aujourd'hui dans toutes les régions du Québec de manière simultanée et s'articule autour du thème des jeunes contrevenants. Les porte-paroles qui prendront la parole aujourd'hui sont Mme Stéphanie Jeté, directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale en Estrie, Mme Geneviève Chabot, directrice du programme jeunesse, M. Marc-Antoine Barrette, délégué à la jeunesse à la direction de la protection de la jeunesse, et M. Pierre Marcoux, directeur de l'organisme Équijustice Estrie. J'aimerais également souligner la présence du Dr Stéphane Tremblay, président-directeur général du CIUS de l'Estrichus, Mme Karine Duchesneau, directrice générale adjointe, Mme Gaëlle Simon, directrice de la direction des services généraux, Mme Danica Manceau, directrice de la direction du soutien à domicile et des services spécialisés en gériatrie, en déficience et en troubles du spectre de l'autisme, ainsi que Judith Cody, directrice par intérim de la direction des programmes santé mentale et dépendance. À la suite des prises de parole, nous aurons une période de questions. Donc, pour les journalistes dans la salle, nous allons vous demander de vous adresser au porte-parole à partir du micro qui se trouve juste ici derrière. Et pour les journalistes qui nous suivent via Zoom, vous pourrez adresser vos questions dans la section clavardage et je lirai vos questions à nos porte-paroles à la toute fin. Alors, Madame Jeté, à vous la parole. Merci Geneviève. En débutant, nous souhaitons vous faire la lecture du mot des DPJ. Tomber, se relever, effectuer une longue traversée vers un chemin incertain. Voilà l'histoire de plusieurs jeunes contrevenants suivis par les directeurs de la protection de la jeunesse et directeurs provinciaux. Retrouver leur équilibre après une adolescence tumultueuse représente pour eux un enjeu qui comporte plus ou moins de défis. Pour certains jeunes à qui nous offrons des services, le parcours sera semé d'embûches, de détours. Nous voulons mieux faire connaître cet aspect important de notre intervention sociale à la lumière d'histoires réelles présentées ces jeunes et leurs familles, ainsi que le type de service qui leur est offert au Québec. À notre avis, toute intervention sociale réalisée auprès des adolescents contrevenants doit reposer sur des assises cliniques solides et des meilleures pratiques probables. Que ce soit pour évaluer la pertinence d'appliquer une sanction hors cours, pour produire une évaluation pour le tribunal afin d'éclairer ce dernier, nous comptons sur des intervenants chevronnés qui sont identifiés comme étant des délégués à la jeunesse. Et lorsqu'il est question de la protection de la société et qu'il va de soi qu'un jeune doit faire l'objet d'un placement, les délégués travaillent en étroite collaboration avec une équipe d'éducateurs dont le mandat est d'amener ce jeune à changer ses comportements et à envisager l'avenir de façon plus positive. Intervenir auprès des jeunes contrevenants exige un travail de partenariat constant avec les policiers, avec les avocats du directeur des poursuites criminelles et pénales, ceux de la défense, les juges, ainsi que les organismes chargés de l'application des sanctions extrajudiciaires. Ce partenariat est essentiel. Nous pouvons nous appuyer sur des valeurs communes, notamment sur la conviction que chaque adolescent a la capacité nécessaire pour modifier son comportement. Nous estimons qu'il nous faut un juste équilibre entre la protection de la société et le travail à faire pour travailler la réinsertion sociale de nos jeunes. Nous devons aussi prendre compte de l'intérêt des victimes et favoriser la réparation par les contrevenants des torts qu'ils causaient. Comme directeurs provinciaux, nous croyons que la prévention est un moyen efficace de diminuer les comportements délictueux. S'investir auprès des communautés fragilisées permet d'offrir aux jeunes et à leurs familles des services et des activités qui leur permettent de découvrir des intérêts et développer un réseau social. En matière de délinquance, notamment grâce à l'existence de nos instituts universitaires, le Québec est un terreau fertile au niveau de la recherche et de l'innovation. Plusieurs pays s'inspirent d'ailleurs des pratiques québécoises pour développer leur modèle de pratique. Au Québec, les statistiques montrent sans cesse que la délinquance n'a cessé de diminuer au cours des dernières années. Pourtant, la population est de plus en plus inquiète, notamment en raison de la recrudescence de la violence armée, souvent associée aux réseaux criminalisés. Nous jouons donc notre rôle
avec grande rigueur pour assurer la protection de la société tout en favorisant la réinsertion des adolescents contrevenants. Merci d'être présent à ce 20e bilan des directeurs de la protection de la jeunesse. Nous aurons l'occasion de porter un regard sur l'année 2022-2023. Tout spécialement à l'occasion de ce bilan, nous tenions à souligner l'importance de travailler en collaboration avec nos partenaires. C'est pourquoi nous avons fait le choix de tenir la conférence de presse dans le lieu d'Équijustice Estrie. Lorsqu'il est question des jeunes contrevenants, les organismes de justice alternative comme OJA Granby ou Équijustice Estrie offrent une collaboration essentielle. M. Marcoux pourra vous en dire davantage un peu plus tard, mais je tiens à remercier M. Marcoux et son équipe pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont fait. Je suis particulièrement contente que cette année, le bilan mette en lumière l'intervention faite auprès des jeunes contrevenants. Si les services de la Direction de la protection de la jeunesse sont bien connus auprès de la population, ceux offerts au niveau des jeunes contrevenants le sont beaucoup moins et il est nécessaire de mettre en lumière tout le travail qui est fait pour soutenir ces jeunes adolescents. Les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui pourront vous éclairer encore plus sur les différents accompagnements qui est offert, soit par l'équipe des jeunes contrevenants ou les différents services qui sont offerts au sein de l'établissement. Avant de leur laisser la parole, nous allons regarder brièvement les données de l'année estrienne 2022-2023. Comme vous pouvez le constater, au cours des 17 dernières années, l'augmentation au niveau du nombre de signalements faits à la direction de la jeunesse n'a cessé d'augmenter. En effet, nous sommes passés de 2006 à 2023, une hausse de 100,87 du nombre de signalements qui a été fait à la direction de la protection de la jeunesse, comparativement à une hausse de la population jeunesse 0-17 ans de 4,53 . Cette hausse est à la fois une bonne nouvelle, puisqu'elle nous reflète que la société désire protéger les enfants qui sont en besoin de protection et n'hésite pas à faire un signalement lorsqu'ils considèrent que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. Toutefois, ces données nous démontrent également qu'il y a encore beaucoup trop d'enfants qui vivent dans un milieu où la maltraitance est présente. En Estrie, pour l'année 2022-2023, c'est 9 441 signalements qui ont été traités à la Direction de la protection de la jeunesse, ce qui représente une hausse comparativement à l'année précédente de 2,4 %, qui est égale à celle que nous voyons à l'échelle provinciale. Par contre, je souhaite mettre en lumière que cette hausse cette année est quand même moins élevée que celle que nous avions de l'année passée, qui était de l'ordre de 15,8 %, ce qui en soi est une bonne nouvelle. Au niveau de la provenance des signalements qui sont traités à la Direction de la protection de la jeunesse, les données que vous voyez sont sensiblement les mêmes que nous avions l'année passée. La majeure partie des signalements provient des institutions, c'est-à-dire soit des professionnels qui travaillent dans les organismes, dans les milieux scolaires ou dans les milieux policiers. Suivant l'analyse de l'information recueillie auprès de la personne signalante, nous déterminons si nous sommes en mesure de retenir le signalement en vertu de la loi de la protection de la jeunesse. Le tableau ici fait état des différentes problématiques pour lesquelles nous retenons les signalements. Nous notons cette année une diminution du taux de rétention qui est comparable à la moyenne provinciale. Donc, nous avons une diminution de 3 % cette année, comparativement à 2 % à l'échelle provinciale. Nous avons fait de nombreux efforts dans les dernières années pour travailler en collaboration avec nos partenaires afin que les situations où nous ne retenons pas les signalements, les familles puissent bénéficier de services rapidement auprès des différentes directions qui offrent des services dans l'établissement. Suivant la rétention du signalement, nos équipes dédiées à l'évaluation et l'orientation détermineront si les faits qui nous ont été signalés sont fondés et si la sécurité et le développement de l'enfant est compromis. En Estrie, pour l'année 2022-2023, c'était 1972 situations qui ont été évaluées. De ce nombre, la sécurité et le développement des enfants a été statué comme étant compromis
dans 54,6 %. Ce nombre est légèrement plus élevé que la moyenne provinciale, qui est de 42,9 %. Lorsque nous constatons qu'il existe un besoin de protection, le suivi de l'enfant et de sa famille est fait par les équipes de l'application des mesures, qui verront à apporter aide, conseil, assistance aux jeunes et à sa famille. Le tableau ici présente les différentes problématiques pour lesquelles nous sommes appelés à travailler auprès des jeunes et de leurs familles. Pour l'année 2022-2023, c'est un total de 3 071 jeunes qui ont nécessité un suivi. Nous avons 51,9 % des enfants qui sont pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse qui demeurent dans leur milieu familial. Près du quart des enfants ont été hébergés en famille d'accueil, alors que 14,7 % des enfants ont été hébergés auprès de tiers significatifs, c'est-à-dire oncles, tantes, grands-parents. Malheureusement, je dois souligner qu'il nous manque encore des familles d'accueil pour bien répondre aux besoins des enfants. Au niveau des données, en ce qui a trait les adolescents qui ont reçu des services dans le cadre de la loi sur le système justice pénale pour adolescents, c'est-à-dire la LSJPA, nous avons travaillé auprès de 512 jeunes pour l'année 2022-2023, ce qui signifie une légère augmentation de 4,5 %, mais qui est quand même, somme toute, beaucoup moins que celle à l'échelle provinciale, qui est de 14,5 %. Le portrait des jeunes contrevenants que vous voyez à l'écran est sensiblement le même que celui de l'année précédente. Les services donnés auprès des jeunes contrevenants ont pour but d'assurer le suivi des jeunes ayant des peines, de les accompagner, de les aider afin qu'ils réalisent une réinsertion sociale, et également consiste à faire de la rédaction de rapports prédécisionnels qui serviront pour les tribunaux. Nous avons, pour l'année 2022-2023, rendu 202 décisions d'orientation. De ce nombre, il est vraiment intéressant d'observer que 71,3 % des décisions qui ont été rendues étaient à l'effet que les jeunes, qu'on applique aux jeunes des sanctions extrajudiciaires. En ce qui a trait les données au niveau de nos services d'antécédents retrouvailles, nous avons traité 271 demandes de recherche d'antécédents et 94 demandes de retrouvailles pour l'année 2022-2023. Au niveau de l'adoption, c'est 34 enfants québécois qui ont pu être adoptés dans la région pour l'année 2022-2023 et 2 adoptions à l'international que nous avons réalisées. Malgré cette augmentation, le besoin de familles souhaitant adopter un enfant québécois demeure encore grand. Au niveau des listes d'attente, nous avons encore malheureusement une liste d'attente à l'évaluation-orientation. En date du 9 juin, le nombre d'enfants en attente d'une évaluation était à 469 enfants et 41 enfants en attente à l'application des mesures. La liste d'attente à l'évaluation-orientation s'explique notamment par la hausse de signalements que nous avons reçus, bien qu'elle soit légère, et également par les difficultés à recruter du personnel, membre de leur ordre, pouvant effectuer des évaluations dans le cadre de la loi de la protection de la jeunesse. Ceci étant dit, nous continuons à consacrer beaucoup d'efforts et d'énergie afin de diminuer le nombre d'enfants qui est en attente pour une évaluation. C'est notre priorité. En ce qui a trait les ressources humaines de la Direction de la protection de la jeunesse, cette année, nous vous présentons des données différentes de celles que nous avons présentées l'année passée. Nous souhaitons mettre en lumière qu'au cours des années, nous avons intégré différents types d'emplois afin de compenser le manque à gagner au niveau des agents de relations humaines requis pour travailler au niveau de la protection de la jeunesse. Vous pouvez donc constater que nous avons augmenté le nombre d'aides sociaux qui travaillent auprès de nos équipes afin d'aider les agents de relations humaines à compléter leur travail. Avant d'introduire ma collègue Geneviève Chabot, je souhaite mettre en lumière quelques réalisations que nous avons faites au cours de l'année 2022-2023.
D'abord, je souhaite mettre en lumière l'événement Mobilisation pour les jeunes en besoin de la protection de la jeunesse que nous avons tenu au mois de mars dernier. Nous avons sollicité l'ensemble des professionnels pouvant faire des évaluations dans le cadre de la protection de la jeunesse afin de venir soutenir la direction de la protection de la jeunesse. De ce nombre, à travers l'établissement, 120 personnes ont participé à l'événement, ce qui nous a permis, en 2 fins de semaine, d'évaluer la situation de 175 enfants. Également, je souhaite mettre en lumière le réaménagement des salles de visite supervisées du point de service de Sherbrooke qui ont été rendues possibles grâce à la contribution de la Fondation du Centre jeunesse de l'Estrie. Nous avons également créé de nouveaux postes d'agents de liaison du tribunal, ce qui nous permet de gagner du temps dans certaines situations judiciarisées. Également, je trouvais important de souligner l'implantation du programme Ma famille, ma communauté dans le réseau local de services des sources. Ce programme vise à impliquer des membres de la communauté proches d'un enfant afin d'assurer un filet de sécurité à ce dernier, soutenir la famille pour éviter, lorsque possible, le placement de ce dernier. Avant même qu'un jeune ne commette une infraction, les adultes qui l'entourent doivent lui offrir tout le soutien nécessaire et les services dont il a besoin. Parents, grands-parents, éducateurs, coachs sportifs, voisins, nous sommes tous concernés par le bien-être des enfants. L'adage qu'il faut tout un village pour élever un enfant prend tout son sens pour la direction de la protection de la jeunesse. En Estrie, nous nous sommes donné les moyens d'agir ensemble, notamment par le plan d'action pour les jeunes et leurs familles, qui réunit les différents partenaires qui travaillent auprès des familles et des jeunes, afin de créer un véritable continuum de services pour ces derniers. Au sein même du CIUS de l'Estrie-CHUS, les directions ayant une clientèle jeunesse travaillent en étroite collaboration afin de soutenir l'ensemble des services pour les jeunes les plus vulnérables. Pour vous parler des différents services qui sont offerts au sein de notre établissement, je suis accompagnée de Geneviève Chabot, directrice du programme jeunesse. Elle vous présentera quelques-uns des services qui sont offerts. Merci Stéphanie. Bonjour. Je souhaite commencer par réitérer l'importance d'agir en amont le plus rapidement possible pour tisser un filet de protection sociale et pour agir avant que les situations se détériorent. Le rôle des intervenants dans ma direction, c'est justement d'accompagner et de soutenir les jeunes et leurs familles pour que tous puissent développer leur plein potentiel et s'épanouir, donc de prévenir les problématiques ou d'y remédier si elles se sont déjà installées. Aujourd'hui, ce que je souhaite dire aux jeunes et aux parents qui vivent des difficultés, il ne faut pas rester seul. Il y a de l'aide à votre portée, il y a des services pour vous épauler si vous vivez des difficultés. Il faut en parler, il faut oser demander de l'aide. On le sait, la pandémie a eu des répercussions importantes sur la santé mentale des jeunes. Les enjeux d'isolement social, de sédentarité, de détresse psychologique, on sait qu'ils sont bien réels. Il y a des études récentes qui les ont documentées et les intervenants les constatent au quotidien dans leurs interactions avec les jeunes. Ces préoccupations rejoignent les miennes et elles devraient rejoindre toutes devenir les nôtres, nous rejoindre tous collectivement comme société en cette période de rétablissement post-pandémique. D'ailleurs, l'équipe d'intervenants en santé mentale jeunesse offre des services aux enfants et aux adolescents qui ont des problèmes de santé mentale. On peut penser à l'anxiété, à la déprime, aux fluctuations de l'humeur, aux problèmes alimentaires comme l'anorexie ou la boulimie. Nos intervenants ont à cœur de bien accompagner les jeunes et leurs familles, et ce, peu importe la situation qu'ils vivent. C'est d'ailleurs important pour notre établissement d'écouter les jeunes, notamment lorsqu'on veut mettre sur pied des nouvelles façons de faire, des nouvelles interventions qui les concernent directement. Le projet Air ouverte à Sherbrooke en est un excellent exemple. En effet, cette équipe a eu le mandat de repenser les services offerts aux jeunes et ils l'ont fait en co-construction avec un comité de jeunes, avec un comité de parents et aussi avec toutes les organisations qui gravitent auprès des jeunes. Les intervenants de l'équipe couvrent toutes les sphères de la santé globale. Il y a des nutritionnistes, une kinésiologue, une travailleuse sociale, un psychoéducateur, une sexologue, une infirmière. Ils font des consultations de façon flexible et se réfèrent autant aux services à l'intérieur de l'établissement qu'aux organismes spécialisés ou aux partenaires. Malgré tous ces services en amont,
il y a des familles qui peuvent quand même être confrontées à des situations de crise. C'est dans ce contexte-là qu'on offre le programme Crise ado, famille, enfance, qu'on appelle communément CAF. Il s'agit d'un programme d'intervention de crise et de suivi intensif pour les parents de jeunes âgés de 5 à 17 ans. Je vous donne un exemple de situation. Un enfant fait des crises à répétition, ça se passe vraiment pas bien dans la maison. Les parents ne savent plus comment gérer ça, ils perdent le contrôle. Avec ce programme, les parents peuvent appeler et un intervenant est rapidement mobilisé pour rétablir l'équilibre à la maison. La prise en charge est rapide, on n'a aucune liste d'attente dans ce programme. Ceci étant dit, il y a vraiment plusieurs autres services qui sont offerts par notre établissement en fonction des problématiques vécues. L'accès à nos services, c'est une priorité et on fait le maximum pour que les besoins des enfants et de leurs familles soient répondus par le bon intervenant, au bon endroit, au bon moment. Ce n'est pas nécessaire aujourd'hui de retenir le nom des programmes qui sont offerts parce qu'il y en a plein d'autres qui peuvent répondre aux besoins. Sachez que qui que vous soyez, si vous constatez qu'un jeune ou qu'une famille a besoin d'aide, qui ne vont pas bien, vous pouvez être un relayeur d'informations et les encourager à appeler. Il faut retenir que la porte d'entrée à nos services, c'est le CLSC. Vous pouvez aussi appeler Info Sociale au 811 option 2. Les médecins de famille peuvent référer aussi, ou pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille, le guichet d'accès première ligne peut vous référer. Je ne peux pas conclure sans remercier chaleureusement l'ensemble de mes équipes qui se dévouent au quotidien auprès des jeunes et de leurs familles. Leur engagement, leur dévouement, ça témoigne d'un grand humanisme. Je veux aussi remercier chaleureusement tous les partenaires. Sans eux, on n'y arriverait pas. Comme Stéphanie le disait, ça prend un village pour élever un enfant. C'est tous ensemble qu'on est mobilisés pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles en Estrie. C'est ça qui va faire la vraie différence. Je te repasse la parole, Stéphanie. Merci, Geneviève. Vous savez, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents vise à protéger la société et à encourager la réadaptation sociale de nos jeunes. Le système de justice au Canada est différent pour les adolescents. Nous reconnaissons que la maturité des adolescents n'est pas la même que celle des adultes. En ce sens, les moyens pour répondre de leur acte doivent être justes et proportionnels à leur développement. Les jeunes qui commettent des délits ont besoin d'aide. Ils sont en construction de l'adulte qu'ils deviendront et ont besoin d'adultes pour les guider et les accompagner. Au CIUS de l'Estrie-Chus, cet accompagnement est offert par l'équipe LSJPA. J'ai donc en ma présence Marc-Antoine Barrette, qui est intervenant social, travailleur social, qui travaille dans l'équipe LSJPA depuis bientôt 8 ans et qui assure également la fonction de spécialiste en activité clinique. Je vais donc laisser la parole à Marc-Antoine qui pourra vous présenter plus en détail l'ensemble du travail et les services offerts par l'équipe. Merci Stéphanie. Alors bonjour tout le monde, Marc-Antoine Barrette, travailleur social. Je travaille à l'équipe des jeunes contrevenants en Estrie. Et puis, je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer un peu, c'est quoi notre travail, c'est qui sont les jeunes contrevenants. D'emblée, je crois important de préciser qu'un adolescent qui commet une infraction criminelle peut se voir offrir, dans certaines circonstances, une sanction extrajudiciaire qui va lui permettre de réparer son geste tout en évitant le système de justice traditionnel. Et puis, dans ce cas-là, quand la sanction est réussie, à ce moment-là, le dossier est fermé et le jeune s'est évité des antécédents judiciaires. Et à ce moment-là, nos partenaires de premier plan, Équijustice et Justice alternative à Granby, sont mandatés pour appliquer les sanctions extrajudiciaires. D'ailleurs, M. Marcoux pourra nous en dire un peu plus long à ce sujet-là. Et dans d'autres circonstances, les jeunes sont judiciarisés, où à ce moment-là, ils passent à travers le système de justice et pour lequel, à ce moment-là, ils reçoivent une peine en lien avec le ou les délits qu'ils ont commis. Donc, à ce moment-là, le rôle des membres de mon équipe
c'est de procéder à l'évaluation des jeunes. Et c'est une évaluation qui est globale, qui est complète, et pour laquelle on est amené à faire des recommandations au tribunal sur la peine à imposer. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système pour adolescents, de justice pour adolescents est différent en plusieurs points de celui des adultes, et pour lequel les peines sont adaptées. Chaque peine est adaptée à chaque jeune. Donc, 2 jeunes qui ont le même âge, qui ont le même délit, bien, peuvent avoir une peine différente de par les différents facteurs qui composent leur profil. Et puis, une fois que l'adolescent reçoit sa peine spécifique, à ce moment-là, on fait le suivi de probation qui consiste à être beaucoup plus là, que seulement simplement là, vérifier s'il respecte ses conditions ou pas. Oui, ça en fait partie. Mais à ce moment-là, on va travailler davantage les causes sous-jacentes à la criminalité. Donc, globalement, c'est le travail qu'on fait avec ces jeunes. Le travail qu'on fait avec ces jeunes-là, bien, évidemment, il est important parce qu'on vise d'abord et avant tout à éviter toute forme de récidive. Et contrairement à la protection de la jeunesse, Mme Jeté l'a spécifié tantôt, on est en protection de la société. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on va avoir une approche qui est responsabilisante envers les jeunes, où la place de la personne victime ou des personnes victimes est centrale. Et puis, on va bien sûr travailler le délit en tant que tel, mais par contre, on va beaucoup plus loin que ça, parce qu'un délit, ben, cache généralement des problématiques sous-jacentes, là. Donc, on adresse évidemment ces problématiques-là, et c'est la meilleure façon de prévenir la récidive et de contribuer à la baisse de la récidive. Donc, nous avons une approche, au Québec, en fait, là, très axée sur la réhabilitation et la réinsertion des jeunes. Puis, ça doit être la meilleure parce qu'on a pas mal le taux de criminalité le plus bas au Canada. Fait que je pense qu'on a quand même un système qui fonctionne bien. On offre en Estrie également des groupes de traitement pour adolescents. Donc, il y a le groupe ADOC, qui est le groupe d'aide pour les ados qui ont commis des infractions à caractère sexuel. Et on a aussi un groupe de régulation de la colère pour aider les jeunes à maîtriser la gestion des émotions, qui est souvent au cœur aussi là, de la conduite délictuelle. Donc, c'est un travail qui est très utile parce que le fait d'avoir un suivi avec les jeunes contrevenants a un impact direct sur la baisse de la récidive. Donc, c'est globalement le travail qu'on fait avec ces jeunes. Le travail avec ces ados, surprenamment, les adolescents, jeunes contrevenants, puis contrairement à la croyance populaire, du moins dans notre service, sont étonnamment respectueux du travail qu'on fait avec eux. Bon, évidemment, ce n'est pas le cas de tous les jeunes, mais la très grande majorité des jeunes sont respectueux, ils comprennent pourquoi ils sont là. On a des jeunes qui s'impliquent très bien dans leur suivi. Et le travail qu'on fait avec eux, en fait, c'est très large. Tout ce qu'on peut faire pour aider un adolescent à se réinsérer, on le fait. Ce qui peut passer par passer des journées, aller distribuer des CV avec un jeune pour qu'il puisse se trouver du travail. Ça peut être de l'inscrire à une activité pro-sociale, que ce soit un cours de guitare, que ce soit un sport, même un cours de scrapbooking sous-marin, n'importe quoi qui peut amener le jeune à se découvrir une passion, un intérêt, parce qu'il y a en fait un lien quand même assez direct entre le fait qu'un jeune va s'investir dans une activité et la baisse de la récidive. On va travailler avec la famille, quand c'est possible. On va travailler au niveau de l'influence des pairs, PAIRS.
La consommation aussi est un élément qui a une influence directe sur la récidive. Au niveau des attitudes, des valeurs, donc c'est toutes ces sphères qui composent un adolescent avec lequel on va travailler. Et puis, le travail des délégués de mon équipe, c'est d'ajuster l'intensité du travail en fonction des zones qui sont plus à travailler. Et en ciblant les bonnes dimensions, à ce moment-là, on peut avoir une influence directe auprès de la baisse de la récidive. Il y a une chose qui aussi m'apparaît importante pour la population de comprendre, et ça, c'est primordial, c'est que les adolescents, en fait, qui passent dans notre service, ont, en fait, tout ce qui est illégal pour un adulte l'est pour un adolescent. Donc, on a des adolescents qui sont dans notre service pour un simple graffiti sur une école, puis jusqu'au délit le plus grave, le meurtre et tout ce qu'il y a entre les deux. Donc, tout ce qui est illégal pour un adulte l'est aussi pour un adolescent. Il en demeure pas moins que ce qui est absolument essentiel, c'est de distinguer les gestes de la personnalité. On a souvent des parents qui passent dans notre service puis qui sont catastrophés puis qui ne comprennent pas. Et là, je paraphrase, là, je résume, mais on a souvent un discours « mais je comprends pas, mon gars, il était si fin, il était si gentil, si serviable. Je comprends pas qu'il ait fait ça. » Bien, il est encore comme ça. Il a encore ces qualités-là. Ce qu'il a fait ne caractérise pas qui il est. Et c'est vrai pour les jeunes contrevenants, c'est vrai pour les ados, c'est vrai pour tout le monde. C'est ce qui nous permet de pouvoir travailler avec des ados qui nous arrivent souvent très honteux des gestes qu'ils ont commis et pour lesquels c'est absolument essentiel de bâtir un lien de confiance. Donc, globalement, c'est le travail qu'on fait avec ces jeunes-là. La majorité des jeunes passent dans notre service à une seule occasion, à la faveur d'une erreur de jeunesse, comme on a toutes fait. Et puis, il y a un taux de récidive qui est, quand on parle de délinquance générale, d'introduction par effraction, de méfaits, de trafic de stupéfiants, on a globalement un risque de récidive à peu près de 40 %, un petit peu en bas de 40 %. Et quand on parle d'infraction à caractère sexuel, la récidive est autour de entre 5 et 10 %. Ce qui fait qu'à ce moment-là, la majorité des jeunes qui passent dans notre service passent une seule fois et ne récidiveront pas. Et des jeunes qui participent au groupe, comme par exemple le groupe ADOC, qui est un traitement pour ados auteurs d'agression sexuelle, on arrive à baisser la récidive de moitié quand un jeune est traité en groupe. Donc, le travail qu'on fait avec les ados, il y en a certains qui prennent la chance qui leur est offerte de pouvoir être accompagnés, de comprendre, de faire du sens avec leur conduite délictuelle et de les amener à répondre à leurs besoins autrement qu'en commettant des délits. Donc, c'est le travail qu'on fait avec nos jeunes contrevenants. Merci Marc-Antoine. Quand il est question de services aux jeunes contrevenants, il va de soi de parler de partenariat auprès des organismes de justice alternative comme Équijustice ou OJA Granby. C'est donc avec plaisir que je vais céder la parole à M. Pierre Marcoux, directeur d'Équijustice Estrie, qui pourra vous parler un peu plus des services offerts par son organisme. Merci, Mme Jeté. Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, vous êtes ici aujourd'hui, moi j'aime ça parce que on vous a captifs. On vous a ici aujourd'hui avec grand bonheur, en tout cas pour notre équipe ici, de vous recevoir, de recevoir cette conférence de presse-là ici. Vous êtes dans l'instance régionale de justice réparatrice et de médiation, parce que c'est l'expertise d'Équijustice. Et on travaille dans toute la région
de l'Estrie. Donc, vous êtes dans un endroit où il y a des gens qui viennent ici, victimes et contrevenants, adultes et adolescents, qui viennent ici et qui viennent, avec l'aide de médiateurs, gérer ou régler des situations dans lesquelles il y a des torts qui ont été subis et commis. Donc, il y en a à tous les jours ici. Donc, c'est déjà d'entrée de jeu ce que je voulais dire. Donc, on nous confie dans la LSJPA des mesures de réparation. On arrive au bout du processus, hein, si on recule jusqu'à l'intervention policière. Donc, on arrive au bout du processus et il y a des mesures qui ont été décidées par des délégués à la jeunesse du CIUS. Et aussi, il y a des processus de médiation aussi qui ont été envisagés. Donc, les adolescents arrivent ici et on travaille en étroite collaboration avec les délégués à la jeunesse parce qu'on a à suivre les adolescents d'un côté, mais aussi, je vais vous en parler un peu plus tard, des personnes victimes dans ces processus-là. Je veux souligner l'excellente collaboration, je ne le fais pas juste pour être complaisant, mais je souligne véritablement l'excellente collaboration qu'on a entre Équijustice et les délégués à la jeunesse du CIUS. C'est toujours un plaisir au quotidien renouvelé de travailler avec vous. Maintenant, vous l'avez bien dit, Marc-Antoine vous en a bien parlé de la question de la réhabilitation, comment elle peut être importante autant pour les jeunes que pour les adultes. Mais depuis peut-être déjà une trentaine d'années, tranquillement, il y a une autre manière de faire en justice qui est la justice réparatrice. Et elle ne focus pas que sur le contrevenant, mais va focuser sur le contrevenant autant que sur la personne victime et la collectivité. Donc, pour faire de la justice réparatrice, pour réparer des torts, ça prend toujours ces trois acteurs-là. La victime, pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'être reconnue comme telle. Si vous parlez aux gens du CAVAC, ils vont bien vous l'expliquer qu'une victime a besoin d'être reconnue comme victime. Et elle a besoin aussi d'avoir accès à la réparation des torts qu'elle a subis. Pour ce qui est du contrevenant, bien, le contrevenant s'attend à avoir des décisions qui ne sont pas arbitraires. Puis pour être capable de réparer les torts, le contrevenant ne doit pas non plus, on ne doit pas brimer sa liberté. Si on brime sa liberté, il ne peut pas réparer les torts. Donc, on a besoin d'avoir un contrevenant qui est disponible à le faire. Puis la collectivité bien, a besoin de voir qu'il y a une réaction sociale qui a été une réaction de la société à ce délit-là, puis que les normes sociales sont réaffirmées. Donc, nous, on travaille toujours avec ces trois acteurs-là. Quand on travaille avec ces trois acteurs-là, on travaille dans deux catégories de mesures de réparation, puis une catégorie de mesures qui est le développement des habiletés sociales. Si je commence avec les deux catégories de mesures de réparation, la première dont je vous parle, c'est celle qui permet la participation des personnes victimes. Donc, des personnes victimes sont consultées par Équijustice ou par l'organisme de justice alternative de Granby. Et si ces personnes-là le désirent, parce que c'est volontaire chez une personne victime de participer à un processus judiciaire, si elle le désire, elle peut entrer en communication avec l'aide d'un médiateur pour gérer la situation puis avoir accès à la réparation des torts. Donc, il y a des personnes victimes qui ont accès à la médiation et qui, avec le contrevenant et un médiateur, arrivent à s'entendre sur la réparation des torts. Pour ce qui est des personnes victimes qui ne désirent pas nécessairement faire une démarche, un processus avec le contrevenant, bien, ces personnes victimes-là peuvent, par la consultation victime, nous faire part de leurs attentes, de leurs souhaits, de leurs recommandations. Et nous, on envoie cette information-là au délégué de jeunesse du CIUS. Et le délégué jeunesse peut, lui, prendre la décision de répondre aux attentes de la personne victime si ces attentes-là sont évidemment, vous le comprendrez bien, réalistes et comment je pourrais dire ça, à l'intérieur de la société de droit dans laquelle on travaille et aussi à l'intérieur des conditions de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Donc, ça, c'est possible. Fait remarquable cette année, je pense que c'est la première fois qu'on atteint ça. On atteint 40 % des décisions prises en LSJPA qui nous ont envoyées chez Équijustice. C'est 40 % des décisions, que ce soit en sanctions extrajudiciaires ou en peine spécifique, qui favorisent la participation des personnes victimes. C'est, je dirais ça là, moins fort dans le micro, mais je pense qu'on est la région où c'est le taux le plus élevé. Puis c'est grâce, je pense, à la cohérence des visions qu'on réussit à avoir entre nous en Estrie.
Il y en a peut-être des meilleurs que nous, mais je ne les ai pas entendus encore. Fait qu'on va voir si... je ne te relance pas, Marc-Antoine, pour nous vanter, là, mais non. OK. Tantôt, on parlait aussi de la quantité d'infractions commises. On parlait d'une baisse au Canada, mais dans le qualificatif des délits, on a parlé un peu plus de violence. On parle aussi de situations de délits à caractère sexuel. Et vous savez comme moi, avec ce qu'on entend dans les médias, que plusieurs situations se déroulent sur Internet avec les adolescents. Donc, quand on a des adolescents qu'on reçoit ici dans des situations de délits à caractère sexuel, la médiation est aussi possible. On a des médiatrices spécialisées qui vont faire le travail avec les personnes victimes puis les adolescents. Ensuite, on arrive dans la deuxième catégorie de mesures de réparation, qui est celle qui implique la collectivité. Donc, tout le monde connaît les travaux communautaires. Ça existe depuis le début des temps. Donc, il y a plein de personnes qui font des travaux communautaires à tous les jours dans des organismes à but non lucratif de la région. C'est assez commun. Donc, il y a une centaine d'organisations par année qui collaborent avec Équijustice pour accueillir des adolescents, pour que ces adolescents-là puissent redonner à la collectivité en guise de réparation. Donc, on a un adolescent qui est avec nous et on va l'accompagner dans le choix de cette organisation-là. On va regarder avec lui qu'est-ce qui fait du sens pour cet adolescent-là dans cette prestation de service-là. Je reviens sur le mot « sens », j'aurais dû le dire dès le début, mais quand on est capable de faire en sorte que ça fasse du sens, les victimes, la collectivité puis les contrevenants, ça a un gros impact sur les suites et ça redonne confiance aux gens, au système de justice. C'est quand ça fait plus ou moins de sens qu'on n'y arrive pas. On n'est pas là pour convaincre quelqu'un du sens que ça a. Il faut que ce soit la personne qui, elle-même, y trouve un sens. Donc, c'est là que l'accompagnement est important. Et quand les adolescents ont la capacité de payer, alors, ils peuvent aussi faire des dons à des missions d'organisation qui les intéressent. Dernière catégorie, c'est le développement des habiletés sociales. La manière qu'on travaille chez Équijustice, c'est qu'on va travailler autour des vulnérabilités des adolescents. Donc, un adolescent commet une infraction. Ça se peut que dans sa vie, il y a certaines vulnérabilités qui sont des fois liées, puis pas liées à l'infraction. C'est pas grave parce qu'on va travailler avec l'adolescent pour qu'il explore ces vulnérabilités-là, puis qu'il voit l'impact de ces vulnérabilités-là dans le vivre ensemble. Donc, dans sa vie de famille, avec ses amis, à l'école, dans son club sportif, avec sa blonde, son chum. Donc, en peu de rencontres, on va faire en sorte que l'adolescent explore ces vulnérabilités-là. Tantôt, je parlais de sens dans les démarches dans la collectivité. J'y reviens parce que je rappelle l'importance de la collectivité. Vous êtes ici juste à côté d'une organisation qui a une grande importance en Estrie, c'est Estrie-Aide. C'est probablement l'organisation en Estrie qui accueille le plus de personnes dans toutes sortes de programmes. Donc, c'est des collaborateurs hors pair. Et le fait que la collectivité accueille, soit ouverte à recevoir des personnes qui ont commis des délits, ça a évidemment un grand effet sur la non-stigmatisation des personnes. Donc, on continue à faire en sorte, je pense que je rejoins tout à fait Marc-Antoine tantôt, pour dire que quand on accueille quelqu'un, autant au centre jeunesse qu'ici, on n'accueille pas le délit de la personne, on accueille la personne, et qui, dans cette salle, n'a pas fait, des fois, on n'a pas eu un comportement inadéquat. On est des êtres humains, ça nous arrive à tous. Fait qu'il faut être quand même encore bienveillant entre nous, bienveillant auprès des contrevenants, et de se souhaiter que les programmes qu'on a mis en place continuent de cette manière-là pour le mieux, je pense, de la société. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Le bilan qui vous a été présenté cette année est le reflet de l'immense travail réalisé par de nombreux intervenants qui, jour après jour, sont dédiés, dévoués, font preuve d'empathie, de rigueur, à travailler auprès des familles les plus vulnérables de notre société. Et pourtant, jour après jour, elles reviennent pour aider les familles et les enfants à grandir dans un milieu bienveillant.
Je tiens donc à profiter de l'occasion pour remercier les équipes de la Direction de la protection de la jeunesse, mais également remercier tous les intervenants qui travaillent en prévention, qui travaillent en première ligne ou qui travaillent dans des secteurs spécialisés à la jeunesse. Merci du travail exceptionnel que vous faites à tous les jours. Le mot de la fin va revenir à un jeune qui a été accompagné par les services aux jeunes contrevenants de la Direction de la protection de la jeunesse. Il s'agit de Vincent. Par vidéo, Vincent va nous partager courageusement le travail qu'il a fait et son passage au niveau de la loi des jeunes contrevenants, travail qu'il a réalisé avec Marc-Antoine. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Le Vincent d'il y a longtemps, il n'existe plus. Aujourd'hui, Vincent, là, il fonce partout. Il a pris sa chance. T'sais, il a pris cette deuxième chance-là qu'on lui offrait et il a décidé d'en faire quelque chose de positif. Dans les délits qu'il a commis, la preuve était très claire. Il y a eu un travail qu'il a fait d'accepter, de reconnaître la vérité. Je l'ai accompagné à se responsabiliser par rapport à ses gestes. Et je dois dire qu'il a fait preuve d'un grand courage. Je suis vraiment content d'avoir rencontré Marc-Antoine parce que c'est là que ça a joué beaucoup. Puis j'en avais vraiment besoin, je pense. J'étais réservé, je ne voulais pas parler. Puis c'est ça qui creusait beaucoup. Il disait, Vincent, regarde, parle à moi, je suis là pour t'écouter. J'ai eu un déclic avec lui, puis ça a continué. On a développé certaines mesures qui ont fait que j'ai pris confiance en moi. Dans le parcours, il faut pousser pour aller de l'avant. Il faut que tu veuilles. Il faut que tu te dises que c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Je suis parti de rien, vraiment avec rien. Puis il m'a donné tous les outils. J'ai compris bien des affaires. Je disais souvent à Marc-Antoine que j'avais peur de ci, j'avais peur de ça. Puis au final, ma première job, on a été porter des CV ensemble avec Marc-Antoine. Puis après ça, quand j'étais engagé, il était comme « Wow, Vincent, est-ce que tu te réalises ce que tu viens de faire? » J'étais comme « Ah, ouais. » Je l'ai fait, puis pourtant, ça n'a vraiment pas été si pire que ça. Puis il était vraiment fier de moi. Ça m'a donné comme un boost. Le fait qu'il prenne la peine aujourd'hui, quelques années plus tard, de venir parler de son expérience, pour moi, ça vaut 1 million. Ça me fait du bien de le voir parce que je sais que j'ai réussi à faire tout ça. Puis aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai un enfant. Puis grâce à Marc-Antoine, les outils qu'il m'a donnés, bien, ça m'a permis d'arriver là. Fait que c'est de grandir avec ça, puis de les utiliser, ces outils-là. Puis je suis vraiment fier que Marc-Antoine m'ait montré tout ça. Parce que si ça n'aurait pas été lui, je ne sais pas si ça aurait été la même chose. Alors, ça termine très bien cette conférence de presse-là. Merci à nos porte-paroles en avant. On va maintenant passer à la période de questions. Donc, Valérie va passer le micro dans la salle vu qu'on est plusieurs et c'est assez restreint pour se déplacer. Donc, les journalistes qui prendront le micro, peut-être juste ici, Valérie, en fait, peut-être vous nommer, identifier le média que vous représentez. On va y aller, comme d'habitude, avec 2 questions maximum pour l'instant. On va laisser le temps à tous les journalistes de poser leurs questions. Puis à la toute fin, si vous en avez d'autres, il n'y a pas de problème, là, vous pourrez réadresser d'autres questions. Oui, bonjour. Zoé Delimeur de Radio-Canada. On voit qu'il y a une augmentation de signalements par rapport à l'année dernière, mais c'est quand même moins grand que l'année précédente. Comment vous expliquez peut-être ce ralentissement par rapport à l'année dernière? Je vous dirais, quand je nommais que nous avons fait beaucoup d'efforts pour travailler en amont, donc travailler en partenariat auprès des services qui peuvent intervenir avant la protection de la jeunesse. C'est dans l'établissement, c'est vraiment une priorité pour nous. Au cours des dernières années, c'est ce sur quoi on a misé. Nous avons également le plan au niveau des jeunes et leurs familles qui a été mis en place pour travailler également avec les partenaires extérieurs. Donc, on peut émettre l'hypothèse que l'ensemble des travaux qu'on a faits au cours des dernières années fait en sorte que les parents et les enfants qui ont besoin de services peuvent recevoir des services avant que la situation dégénère et qu'un signalement soit fait. Et Madame Jeté, je pense que vous avez été à la tête de la DPJ là, depuis le mois de mai, en tout cas depuis le printemps. C'est quoi un peu les défis ou les aspects sur lesquels vous aimeriez travailler là, pour l'année qui s'en vient?
Je suis effectivement à la direction de la protection de la jeunesse de façon intérimaire depuis janvier, officiellement, là, depuis mai, comme directrice, nouvelle directrice de la protection de la jeunesse. Ce sur quoi nous allons travailler dans la prochaine année, on va continuer à travailler, notamment au niveau du partenariat. Je l'ai nommé tantôt, ça prend tout un village pour élever un enfant. Et c'est vraiment en travaillant avec les partenaires communautaires ou les partenaires de l'établissement qu'on va réussir à soutenir les familles pour éviter que les situations nous soient signalées. L'autre point qu'on veut travailler, qu'on travaille déjà et qu'on va continuer à travailler, c'est tout ce qui est au niveau de l'attraction et de la rétention de notre personnel. Je vous ai présenté des chiffres tantôt. Nous avons effectivement différents types d'emplois et il faut continuer à travailler à ce que les gens aient envie de venir travailler avec nous, à protéger les jeunes et travailler à ce que les gens qui sont présents puis qui de jour en jour travaillent au quotidien très fort poursuivent à vouloir travailler avec nous. Fait que je vous dirais, là, c'est principalement les deux grands axes et bien sûr beaucoup d'autres choses qu'on va travailler au courant de la prochaine année. Oui, bonjour à vous quatre, Anthony Ouellet de la Tribune. Madame Jeté, faire un petit suivi sur la hausse. Là, bon, elle est légère, je pense qu'on peut objectivement l'affirmer. Quand même, Val-du-Lac déborde, on manque de familles d'accueil, même si, grosso modo, on a le même nombre de gens qui se montrent intéressés à l'être. Le nombre d'employés augmente, oui, mais c'est pas à tout casser non plus. Est-ce qu'on peut se permettre, dans les prochaines années, parce que c'est une hausse d'année en année, si la situation se maintient comme elle est là, puis que les services continuent à déborder comme ils le font présentement, est-ce qu'on peut se permettre d'autres hausses dans les années suivantes? On ne devrait se jamais permettre de hausse quand il est question de sécurité des enfants. C'est certain qu'il faut qu'on repenser nos services de façon en continu. Puis on le sait, là, au niveau de la pénurie du personnel, on le vit à la direction de la protection de la jeunesse, mais ma collègue pourrait assurément vous en parler également de son côté. C'est une réalité qui est partout. Donc, il faut toujours être à l'affût des meilleures pratiques. Il faut toujours être à l'affût de voir comment est-ce qu'on peut structurer nos services, comment est-ce qu'on doit poursuivre à travailler auprès des partenaires pour protéger nos jeunes qui ont besoin d'être protégés. Merci. Monsieur Marcoux, peut-être une petite précision là, avant la question. Les mesures que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire la médiation, oui, le développement des habiletés sociales et tout ça, ça, c'est quand on parle de mesures extrajudiciaires. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est... Ça comprend aussi les peines spécifiques. OK, parfait. Sur la question des situations extrajudiciaires, à quel point c'est important d'offrir ce cheminement-là peut-être à des adolescents? Il y a des gens qui pourraient dire, des puristes de la loi pourraient dire, bon, il faut punir l'acte qui peut être criminel dans la forme traditionnelle du mot. À quel point c'est important d'offrir d'autres opportunités à des adolescents qui, comme vous le disiez, sont en développement de l'adulte qu'ils deviendront? Bien, en fait, c'est que je vais partir d'un élément que tu as dit, c'est que quand tu parles de peine ou de punir, normalement, c'est absent de la LSJPA depuis, même avant la LSJPA, lors de la première loi qui était la LJC. Là. Donc, on ne punit pas des adolescents. On éduque, on réhabilite, on favorise la justice réparatrice pour des adolescents parce qu'on considère qu'ils sont en développement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, lorsqu'on parle de justice réparatrice, c'est pas juste bon pour le contrevenant parce que le focus n'est pas juste mis sur le contrevenant, qu'il soit adulte ou adolescent. C'est mis sur aussi la personne victime et la collectivité. Puis, tu sais, je peux peut-être vous dire une phrase comme ça. À toutes les fois que tu vas briser, tu vas devoir réparer. Donc, pour nous, un adolescent qui récidiverait, bien, on va faire en sorte qu'il répare encore parce que ce n'est pas sur lui qu'on met le focus, c'est aussi sur la personne victime. Mais heureusement, il y a des études qui commencent à ressortir où le taux de récidive est assez faible. Je n'ai pas le chiffre, mais c'est assez faible quand il y a des situations de médiation puis de justice réparatrice. Surtout pour la même victime, là, vous comprendrez, quand tu as un adolescent et une victime sont un en face de l'autre, un coup que tu as fait une médiation, c'est d'habitude assez rare que l'adolescent va commettre une autre infraction auprès de la même personne. Mais c'est ce que je peux vous répondre.
Bonjour, Amélie Paquette de TVA Sherbrooke. Une question d'abord concernant les listes d'attente. On voit que c'est près d'environ 500 jeunes à l'étape d'évaluation, orientation et application des mesures. D'abord, dites-moi, comment est-ce que ça se compare un peu par rapport à l'an dernier? Et lorsqu'on entre en quelque sorte dans ce système, ça peut prendre combien de temps, combien de mois avant justement que ce processus complet soit fait ou qu'il y ait une prise en charge? Bien, je vous dirais que selon les prévisions qu'on avait globalement, si nous n'avions pas posé d'actions importantes telles que la mobilisation pour que des intervenants viennent travailler au niveau de la protection de la jeunesse en mars, dans les prévisions qu'on a fait, on était dans des scénarios très élevés de liste d'attente. Donc, on parle pas loin du 800 dossiers qu'on sent en attente. Alors, est-ce que ça se compare à l'année passée? En même période, les données sont comparables, mais ce qu'il faut comprendre, c'est étant donné le manque de personnel que nous avons, c'est mathématique, on cumule. On a plus d'évaluations qui rentrent de ce qu'on est capable de traiter. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler toujours en continu pour voir quelles sont les actions qu'on peut faire de plus. Somme toute, à 469, c'est encore beaucoup trop haut. Je l'ai dit tantôt, on ne devrait jamais avoir enfants d'attente en évaluation parce qu'on pense que leur sécurité est compromise. Mais il faut poursuivre à mettre en place les actions qu'on met en place. Donc, quand même, 469, c'est trop haut, mais je suis quand même fière du parcours qui a été fait au cours des derniers mois. Et il y avait un deuxième volet à votre question, si vous pouvez me la répéter. Le temps que ça peut prendre, par exemple, avant une prise en charge, une évaluation, est-ce que ça varie? Ou... Bien, tout à fait, ça varie. Je veux dire, c'est une liste d'attente à laquelle on a un mécanisme de vigie et on vérifie de façon régulière l'évolution de la situation. Vous savez, une liste d'attente, ce n'est pas garant de la sécurité. Mais ce qu'il faut comprendre également aussi, c'est que chaque situation pour lesquelles c'est nécessaire d'admettre des mesures pour assurer la sécurité de l'enfant, parce qu'on craint que dans l'immédiat, que cet enfant-là soit en danger, les interventions sont faites dans la journée même ou dans les 48 heures. Donc, il n'y a pas sur nos listes d'attente de jeunes pour lesquels la sécurité la sécurité ou leur développement est compromis à un point tel que c'est imminent. Vous parlez de manque de personnel. On voit quand même qu'il y a eu une augmentation en termes d'employés, 520 quelques. Mais combien vous en manque-t-il au sein des troupes? Et qu'est-ce qu'on doit faire, en quelque sorte, pour aller en chercher davantage? Est-ce qu'il y a des actions, par exemple, concrètes qu'on peut donner en exemple? Oui, il y a des actions concrètes que je peux donner en exemple de ce qu'on peut faire. Pour vous donner une idée, là, dans le secteur là, évaluation, orientation, là, c'est tout près d'une trentaine d'employés qui manquent, trentaine d'intervenants étant membres d'un ordre, pouvant effectuer des évaluations dans le cadre de la loi de la protection de la jeunesse. Au niveau des différentes actions, je peux vous donner un exemple d'action qu'on a fait récemment dans le territoire de la Haute-Yamaska-Granby. On a fait une journée porte ouverte où est-ce qu'on a envoyé des invitations pour que des professionnels qui voudraient mieux connaître la protection de la jeunesse puissent venir. Donc, on a réussi à recruter un petit nombre d'intervenants, mais quand même un nombre, une personne de plus, c'est une personne de plus. Il faut comprendre qu'une personne évalue dans une année environ ce qui est attendu, c'est 54 dossiers. Donc, une personne de plus, 2 personnes de plus, ça peut faire toute une différence. Je pense qu'il faut également aussi continuer de parler positivement du travail qui est fait au niveau de la protection de la jeunesse. Je l'ai nommé tantôt, ce sont des intervenants dédiés qui ont tellement à cœur que les enfants puissent grandir dans un milieu bienveillant. Et c'est très gratifiant de travailler dans cette mission-là pour aider les jeunes et les familles. Bonjour, Dominique Côté, Nouveau Info. Monsieur Barrette, tantôt vous parliez d'un taux de récidive de 40 % environ, je crois. Est-ce que le suivi est fait, arrête d'être fait à partir de l'âge adulte, donc ce taux de récidive-là est appliqué jusqu'au moment où la personne a 18 ans? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je crois comprendre la question. En fait, le service des jeunes contrevenants, contrairement à la protection de la jeunesse, on a une particularité, c'est que les suivis des jeunes contrevenants se fait même passé la majorité. Donc, il y a un adolescent qui reçoit une peine spécifique
et qui a 18 ans pendant sa peine, en fait, on continue de le suivre pareil. Et un des phénomènes auxquels aussi on fait face, c'est suivant particulièrement le mouvement MeToo là, qui a été une vague de fond durable là, au niveau de l'augmentation des dénonciations. Il y a beaucoup de personnes victimes qui dénoncent des infractions à caractère sexuel, souvent plusieurs années plus tard. Et un adolescent qui commet un délit alors qu'il est adolescent, même s'il se fait arrêter quand il est adulte, il est traité aux adolescents quand même. Ce qui fait en sorte que nous avons des jeunes contrevenants qui ne sont plus si jeunes que ça, et pour lesquels ce sont généralement des délits à caractère sexuel qui ont eu lieu intrafamilial il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans. Donc, on a des situations où on se retrouve avec des jeunes contrevenants qui ont commis des délits il y a très longtemps. Donc, on va suivre cette clientèle-là également. Là. Mais par contre, du moins à ma connaissance, là, il n'y a pas de suivi sur le taux de récidive là, parmi les jeunes contrevenants qui sont adultes. C'est ça, le taux de récidive de 40 dans le fond, il arrête à partir de 18 ans, si je comprends bien. Comme vos statistiques s'arrêtent à partir de lorsque les gens ont 18 ans. C'est une bonne question. Je ne pourrais pas vous répondre avec assurance là-dessus. Là. C'est bon, il n'y a pas de problème. Puis pour, peu importe la DPJ, comment en tant qu'organisation comme la vôtre, on voit ça passer sur les réseaux sociaux, les gens, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à voir en fait votre mission, puis de voir que vous êtes là vraiment pour les enfants. Comment en tant qu'organisation on fait pour changer un peu la vision que les gens ont de vous en tant qu'organisation? Je vous dirais qu'il y a différentes choses qui peuvent être mises en place. Le bilan des DPJ qu'on fait cette année et qu'on présente à chaque année se veut notamment une occasion de mettre en valeur le travail qui est fait. Je vous dirais également aussi, on essaie dans les médias, quand il y a des bons coups qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de bons coups, la confidentialité fait en sorte effectivement que on ne peut pas parler des situations particulières dans lesquelles on travaille. Par contre, lorsqu'on a l'occasion de témoigner du travail qui est réalisé, je pense notamment à l'événement Mobilisation, parce qu'il y a 2 entrevues qui ont été accordées à 2 radios différentes, pour mettre en valeur effectivement, puis je vais vous donner un exemple, lors de ces entrevues-là qu'on a accordées, il y avait une intervenante qui a participé à l'événement Mobilisation qui était présente. Fait que je crois que c'est en racontant le travail qui est fait par les gens qui le font au quotidien. C'est pour ça notamment la présence de Marc-Antoine cette année au niveau du bilan, la présence de M. Marco également aussi, qui peut témoigner du travail qui est fait, du travail qu'on fait en collaboration pour soutenir les familles. Vous seriez surprise du nombre de réussites qu'on a versus le nombre de situations qui vont sortir dans les médias et qui font état de difficultés, ce qui est normal. Oui, il en arrive des difficultés. Par contre, quand il y en a, on va rapidement s'assurer de mettre en place les correctifs nécessaires. Merci beaucoup. Écoutez, on n'a pas de questions parmi les journalistes qui sont avec nous sur Zoom. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans la salle. Oui, donc Mme Paquette de TVA. C'est pour M. Barrette. C'est une question toute simple, mais vous qui êtes là comme intervenant, qui les côtoyez, ces jeunes-là, au quotidien, comment ils vont, nos jeunes? Wow! Bien, finalement, c'était peut-être pas si simple que ça, c'est une bonne question. Comment vont nos jeunes? C'est une bonne question parce que, je vous dirais, c'est un peu difficile à répondre en ce sens où, je pense que je ne pourrais pas répondre à cette question-là globalement là, pour généraliser. En ce qui concerne les jeunes contrevenants, on a des jeunes qui sont certains très affectés par la vie. Il y en a qui sont tout seuls au monde, ou à peu près, là. Généralement, ce que je peux dire avec assurance, c'est que les jeunes ressortent de notre service généralement en meilleure
en meilleure posture que quand ils sont rentrés. Mais c'est vrai qu'on a à travailler avec des jeunes qui sont parfois brisés et qu'il faut prendre où ils sont. Et ça peut c'est une très bonne question, en fait, parce que ça prend... Non, mais parce que ça prend plusieurs visages, là, le travail qu'on fait avec les jeunes. Il y a des jeunes qui présentent des traumas, il y en a d'autres qui travaillent très bien, qui collaborent très, très bien. On a des jeunes qui utilisent le suivi qu'on leur offre au maximum, comme Vincent qu'on a pu apercevoir. Il y en a d'autres qui vont récidiver, qui vont présenter une persistance dans la délinquance pour lesquelles on va offrir un suivi plus serré. Mais globalement, on a des jeunes qui sont quand même présents, ne sont pas tout le temps contents de travailler avec nous autres, là, évidemment. Mais ça va généralement bien, puis ils comprennent pourquoi ils sont là, ils comprennent le travail qu'on fait avec eux. Puis j'aimerais reprendre l'expression de M. Marcoux qui disait, parce que c'est particulièrement important pour ces jeunes-là qui ont commis des délits, d'avoir, somme toute, un sentiment de ne pas être traité de manière arbitraire. Et ça peut sembler paradoxal, c'est des jeunes qui ont commis des délits, mais pour lesquels, souvent, ils ont une très grande sensibilité au sentiment d'injustice. Et à ce moment-là, chaque suivi est individuel. Donc, c'est assez difficile de dire comment ils vont. Il y en a beaucoup qui vont mieux après, pour lesquels on peut se féliciter du travail qui est fait. Puis, je parle pour les jeunes contrevenants, mais je viens de la protection de la jeunesse, là, puis c'est la même chose aussi là, pour tous nos collègues en protection de la jeunesse. Merci. On a une autre question ici de Radio-Canada. Et justement, M. Barrette, le bilan que vous faites de la dernière année, est-ce qu'il y a des problématiques, je ne sais pas si vous pouvez en parler en raison de la confidentialité, mais est-ce qu'il y a des nouvelles problématiques qu'on observe cette année? Je ne sais pas, d'autres percussions de la pandémie ou les réseaux sociaux, etc.? Oui, c'est une très bonne question. Le visage de la criminalité juvénile en Estrie a beaucoup changé dans les dernières années. Je suis arrivé dans le service il y a 8-9 ans. Juste pour vous illustrer un exemple, quand je suis arrivé, il y avait une personne dans mon service qui faisait les évaluations et le suivi des jeunes qui avaient commis des délits à caractère sexuel. Et aujourd'hui, c'est pas mal tout le monde de l'équipe là, qui est appelé à devoir intervenir avec cette problématique-là, qui autrefois était effectuée par des gens qui avaient l'intérêt clinique là, de travailler avec cette problématique-là. Ça a été un changement très important du travail qu'on fait avec les jeunes. Donc, une baisse de criminalité générale, mais une augmentation de la délinquance sexuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a nécessairement plus d'agressions sexuelles comme avec contact, par exemple, mais il y a du moins beaucoup plus de dénonciations. Et aussi, l'autre aspect qui a beaucoup changé dans la dernière décennie, disons, là, c'est tout ce qui concerne les délits à caractère sexuel sur Internet. Les réseaux sociaux, dans certaines situations, c'est une plaie. Il se passe beaucoup d'infractions de ce côté-là. Que ce soit des menaces, du harcèlement, de production, de distribution de pornographie juvénile. Donc, tout ce qui est la délinquance, disons, numérique, là, c'est une réalité qui est là, évidemment, là, pour rester là. Puis le bilan que vous faites aujourd'hui, l'Estrie par rapport au reste du Québec, est-ce qu'on est dans les pires? Est-ce qu'on va bien par rapport au reste du Québec? Je vous dirais que de façon générale, on est passablement dans la moyenne. J'ai certains collègues pour qui, malheureusement, exemple, la hausse de signalement est beaucoup plus grande que ce que nous avons noté cette année. Donc, il y a des particularités régionales, mais nous, si on se compare là, à l'ensemble du Québec, là, on est généralement dans la moyenne et pour certains secteurs en deçà, notamment l'SJPA, comme je disais, là, quand on se compare, là, on a une augmentation de 4,4 versus 14,4 à l'échelle provinciale.
Puis, rapidement, vous avez dit vos stratégies pour recruter le personnel, mais avez-vous dit le nombre précis d'intervenants qui vous manquent ou d'employés qui vous manquent? Bien, comme je disais, en termes de nombre d'intervenants pour l'équipe là, évaluation, orientation, là, c'est près d'une trentaine d'intervenants membres d'un ordre professionnel qui nous manquent pour combler les services de l'équipe évaluation-orientation. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui compléterait la conférence de presse. J'aimerais peut-être seulement rappeler que l'ensemble des données qui ont été présentées aujourd'hui vont se retrouver sur notre site Web et l'ensemble des données provinciales également sont disponibles sur Internet, alors à santéestrie.qc.ca. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Merci à nos porte-paroles, puis bonne fin de journée à tous.